nous sommes réunis autour de la présentation d'un travail qui a été traîné, qui a été mené par l'IRES et plusieurs cabinets qui vont se présenter, autour de finalement quels sont les effets d'un texte qui passe au Parlement et quels sont les usages qu'en font les acteurs. Donc je pense que dans l'activité assez brûlante sur la recomposition des instances, l'effet d'expérience qui va être restitué là, donc qui ne porte pas sur le futur dans un premier temps, peut-être que les échanges peuvent être en parler, mais très concrètement là, c'est de voir de façon factuelle, à travers un certain nombre de situations, comment ces textes modifient ou pas les comportements, les priorités des acteurs, et ça doit pouvoir donner, je pense, des éléments intéressants de prospective qui peuvent se passer ensuite avec les évolutions envisagées. Voilà, donc Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter ces études qui est disponible sur les sites des uns et des autres, et merci aux trois collègues qui vont avec toi se partager la présentation, alors que comme d'habitude, nous ayons un temps d'échange détaillé en autres. Oui, merci Jean-Paul et merci Hervé pour cette invitation. Effectivement, ce sera intéressant d'avoir vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos critiques. En fait, il y a très bien introduit le sujet, donc j'irai assez vite. On va parler après, parce qu'on a fait un travail collectif. Je n'aurais pas voulu parler tout seul. Donc, peut-être, je voudrais d'abord souligner que c'est un partenariat qui est très original pour la recherche, puisque c'est un institut de recherche au service des 6 organisations syndicales, représentatives, on reviendra sur les questions, et avec 3 cabinets d'expertise, Orseux, Alpha et Syndex. C'est un partenariat original qui n'est pas du tout habituel. En tout cas, moi je le recommencerai parce que c'était très riche. Et ça a permis en fait d'enrichir la recherche, d'avoir une connaissance très fine, évidemment, de ces instances, mais aussi parce qu'on a eu un terrain un petit peu inhabituel. On a fait des monographies d'entreprise, on a rencontré des DRH, des directions générales, des syndicalistes, beaucoup. Mais auparavant, on a rencontré quand même une trentaine de consultants, différents cabinets, qui nous ont permis aussi de voir comment le paysage qu'on avait observé d'un peu plus près, de manière plus micro, bougeait. Et ça, c'était très important pour vérifier que voilà, nos monographies n'étaient pas trop spécifiques. C'est toujours un des difficultés. Donc on a finalement vu 13 entreprises et 15 CE-CCE. Et cette configuration, et vous verrez, très importante dans l'étude. Donc, c'est une recherche qui est en fait issue d'une commande du ministère du Travail, de la DARES, c'est important de vous rappeler. Après, ça n'a pas forcément des effets sur les lois ensuite, mais c'est important parce que la DARES, en fait, n'avait pas commandé d'études sur les comités d'entreprise depuis une longue période. En fait, il y avait eu des enquêtes qui avaient bien 10 ou 15 ans, et on ne peut pas dire qu'on ne savait rien, mais pas d'enquête un peu systématique, voilà, alors qu'il y avait eu beaucoup d'évolutions. Donc en fait, dans l'appel d'offres, il y avait l'idée qu'il fallait notamment regarder comment avaient évolué les CE, on va dire depuis une vingtaine d'années, comment avaient évolué les fonctions des représentants les représentants du personnel. Alors il y a 2 facteurs exogènes qui sont très importants dans les transformations des CE. On a d'abord la législation, alors, qui découle parfois d'AMI, donc qui sont importants, qui ont fait sur l'ensemble de la période une place importante au dialogue social, à la négociation collective d'entreprise. Nous, dans la partie législation, finalement, on va se concentrer sur la loi de sécurisation de l'emploi. Vous allez être très frustrés parce que très frustrés, on ne dira pas un mot des ordonnances. Je vous promets qu'on ne se lâche pas dans les questions. Voilà, plutôt sur la loi de sécurisation de l'emploi qui introduisait un certain nombre de dispositifs qui nous paraissaient assez intéressants. Le deuxième facteur qui est important sont les mutations économiques. Alors, dans l'appel d'offres de la DARES, il était plutôt mis l'accent finalement sur la situation de crise, c'est un grand nombre de pertes d'emploi et évidemment sur le fait que les CE étaient consultés en matière
là ce qui nous a frappé le plus finalement dans l'étude, c'est bien présent, hein, il ne s'agit pas de dire que le trafic n'est pas présent, mais ce qui nous a finalement frappé le plus, c'est les évolutions de moyen long terme des entreprises, avec le changement de mode de gouvernance des entreprises, et on reviendra, Nicolas Farah qui reviendra, et c'est un point probablement le plus important dans la mutation PCE. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que on a, je crois que cette étude, on a dû la commencer en 2016, en même temps, les dispositifs législatifs, les négociations à très haut niveau n'ont pas cessé. Entre-temps, il y a eu la loi Rebsamen qui commençait à impacter les personnes qu'on rencontrait, donc il y avait aussi cette difficulté-là. Ça nous a permis d'avoir un peu d'informations, mais c'est aussi compliqué d'avoir une évaluation, même si le terme est un peu profond ici, d'un dispositif, puisque ça bouge tout le temps. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous a posé souci, même si ça nous a permis d'avoir quelques informations. Donc, quel type de questions on s'est posé? On a fait plusieurs ordres, mais je dirais peut-être, moi le fil directeur, c'est est-ce que les nouveaux dispositifs qui sont introduits par la loi de sécurisation de l'emploi, notamment l'information consultation sur les orientations stratégiques, notamment la BDES, est-ce que ces dispositifs sont de nature à réduire le déséquilibre en termes d'information, on va dire, entre les directions et les représentants des salariés? C'était vraiment notre question. Est-ce que ça change, puisque c'était quand même un des objectifs plus ou moins explicites de la loi? Et du coup, notre question, est-ce que ces outils améliorent, comment changent-ils le dialogue, on va qualifier de dialogue stratégique, en fait, le dialogue sur la stratégie d'entreprise, qui était quand même assez prégnant dans la loi de sécurisation. Voilà, c'était notre questionnement. Alors peut-être, je vais ici très oculaire sur les CE, mais quelques rappels quand même sur l'évolution des CE. Il faut quand même rappeler que c'est une évolution plurielle sur le terme comité d'entreprise, en fait, des dispositifs, des choses qui sont variées. D'abord, on a des pluralités d'attribution, des prérogatives économiques d'un côté et des prérogatives de gestion de l'affaire sociale et culturelle. Nous, on a voulu se concentrer sur les prérogatives économiques, même si on verra, les affaires sociales et culturelles, c'est quand même une affaire. Voilà, il y a une pluralité institutionnelle, on a des comités d'entreprise et des comités d'établissement qui n'ont pas toujours le même fonctionnement, les mêmes désignations. On a des CCE donc, qui ont des comités centraux d'entreprise qui se concentrent plutôt sur des missions économiques, mais qui n'ont pas de ressources propres, a priori. Et puis on a des comités de groupe. Donc on a, derrière le terme comité d'entreprise, on a quand même une pluralité, sans compter, je dirais, la spécificité du tel ou tel entreprise. Et on a aussi une pluralité d'équipes. On a un cadre légal en pleine évolution, depuis les lois Auroux, mais même avec une articulation que je qualifierais de plus étroite entre les domaines d'information, consultation et négociation, avec une extension sur la période des attributions du CE face aux structurations, avec l'essor massif qu'on voit en France et qui est aussi en Europe de la négociation collective d'entreprise, avec aussi, ça c'est une marque très française pour le coup, avec des nouvelles obligations de négocier qui sont liées aux politiques publiques, sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur l'égalité professionnelle, une injonction forte et une implication forte des CE. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, une réforme qui valide la représentativité syndicale à partir des élections professionnelles. Donc on voit qu'il y a énormément de mutations qui se bousculent sur cette période. Alors, un petit mot sur la LSE, et après on va plus en détail. Que change la LSE? Parce que, comme il y a des nouveaux dispositifs, nous, ce qui nous intéressait beaucoup, alors il y a plusieurs choses. Il y a des délais fixes sur les informations de consultation. C'est un point important, mais finalement, on a mis l'accent plutôt sur l'information consultation sur les orientations stratégiques. C'est-à-dire, en gros, normalement, chaque année, le CE ou CCE doit être consulté sur ses orientations, sur ses impacts sur l'emploi,
l'évolution des métiers, sur beaucoup de dimensions qui concernent l'emploi, la structure de l'emploi. Au même moment, il y a la création d'une BDES, donc une base de données économiques et sociales, sur laquelle on reviendra un peu plus en détail. Voilà, et ces éléments sont vraiment des outils nouveaux qui nous paraissaient intéressants de voir comment ils allaient être. On allait s'approprier ces outils. L'autre point important concerne les restructurations. Donc il y a des accords de maintien dans l'emploi qui sont créés, des accords de mobilité. Alors je dois dire que les accords de maintien en emploi, on a cherché à rencontrer des entreprises qui font des accords de maintien en emploi, mais je ne sais pas pourquoi, elles n'ont pas voulu nous voir. Parce que, voilà, dans ce type d'études, la difficulté de rentrer dans une entreprise n'est pas une moindre affaire. Par contre, on a quelques cas de PSE et qui sont assez intéressants puisque les délais préfixes ont été modifiés et puis il y a l'accord majoritaire qui est bien lequel on peut voir. Bien évidemment, depuis, il y a eu beaucoup de modifications avec ça même, El Khomri et les autres qui arrivent. Alors, moi je vais délivrer 5 messages rapidement, j'espère qu'ils ne vont pas contredire mes collègues. Je ne crois pas. Donc, premier message, je vais peut-être m'arrêter à la parce que j'ai parlé déjà beaucoup, et puis après, le premier c'est la transformation des entreprises et des instances, avec une très forte centralisation des instances. Et ce qui nous a frappé aussi, c'est qu'il y a une centralisation des instances et en même temps une centralisation des RH. C'est quelque chose qui est très fort dans... Alors, on a vu plutôt des grandes entreprises, hein, on n'a pas réussi à avoir beaucoup de petites entreprises, mais dans les grandes entreprises, on a vu cette centralisation très forte, avec un rôle clé du délégué syndical, du délégué syndical central. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu peu d'accès à des comités d'entreprise du centre syndical, hein, c'est compliqué. On rentrait par les DRH et généralement, on nous envoyait chez les syndicats. On a une spécialisation, alors certains disent professionnalisation des élus, hein, donc avec une forte spécialisation sur la stratégie économique de l'entreprise, parce qu'effectivement la stratégie économique de l'entreprise c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Et donc cette spécialisation elle est intéressante, on voit les montées en gamme, mais en même temps une tension très forte qui est verbalisée hein, par les élus eux-mêmes, c'est-à-dire de l'éloignement du terrain, de l'éloignement du local, qui pourtant est le ressort de leur propre élection. Donc cette tension, elle est très forte. Le deuxième point concerne l'orientation stratégique et la restructuration, donc au cœur de la RSE. Donc nous, tel qu'on a compris, c'est qu'il y avait une espèce d'équilibre à trouver entre des restructurations qui se faisaient plus facilement avec des délais préfixes qui étaient plus courts, mais du coup une contrepartie en termes de perspective, d'anticipation grâce aux orientations stratégiques. Le constat sur la période, c'est des périodes qui sont compliquées, hein, c'est la mise en place de dispositifs, donc tout le monde se met un peu, voilà, essaye d'avancer, mais c'est pas grave. Donc on a, et du coup, ce qu'on a vu, c'est que les délais préfixes et les restructurations, ça joue tout de suite, immédiatement. Par contre, ce qui concerne les orientations stratégiques, l'appréhension des questions d'anticipation, ça mettait un peu plus de temps à être appréhendé, et je dirais, par l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est quand même une difficulté. Peut-être que dans le temps, ça va se résoudre, si on ne bouscule pas trop les dispositifs, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu. La troisième, et je m'arrêterai là, c'est la BDES. Alors, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus en détail. Donc la BDES, la Banque de données économiques et sociales, je vais essayer d'éviter les sigles. En fait, c'est un outil, c'est pas qu'il est peu développé, c'est qu'il est assez peu utilisé ou pas très pratique. En fait, lorsqu'on interroge les élus, ils ont quand même une grande préférence pour l'expertise par rapport à la BDES. On en reviendra en détail parce que ça a quand même des conséquences aujourd'hui. Bon, reste que là aussi, c'est un outil qui est en train d'évoluer et on a des changements qui sont en cours. Aujourd'hui, la BDES devenait sur la période d'observation un outil qui devenait l'outil principal d'information du CE en amont. Donc là, ça va changer un peu. Donc voilà, je vais dire que 3 messages et comme ça, je laisse ton parole à Nicolas. Merci Frédéric, bonjour à tous. Je vais vous parler qui correspond au chapitre 3 de notre rapport, que je ne sais pas si vous l'avez dit, mais que vous
socialiste. La question étant de voir comment, à l'image de l'évolution des gouvernances d'entreprise, évoluent également les gouvernances des institutions, des instances représentatives personnelles. Ce qu'on a constaté, premier point, c'est face à la centralisation et la consolidation des entreprises, la centralisation de la gouvernance, on constate une centralisation de plus en plus forte des IRP. Le point de départ de ce chapitre 3, donc ce sont donc les évolutions de la gouvernance, avec notamment quelques points sur lesquels je ne vais vraiment pas m'attarder, mais qui sont un phénomène assez présent dans toutes les entreprises de notre échantillon, c'est-à-dire une montée en puissance des directions générales au niveau central, voire même mondial, et des directions financières, une tendance à la centralisation qui a été consolidée ou renforcée par le mouvement de crise de 2008. Donc c'est un mouvement qui est antérieur à la crise, mais que la crise n'a fait qu'accentuer. Des tendances à des surréorganisations d'entreprises, et donc au fait de réintégrer par exemple la chaîne de valeur, de reconcentrer les pouvoirs sur un centre décisionnaire. Et donc ceci crée donc un mouvement de centralisation avec parfois comme des échelons locaux qui se maintiennent, qui restent, et dont le pouvoir décisionnaire, le pouvoir de négociation pour ce qui est des relations sociales est interrogé. Donc tout ça, les évolutions de la DRH sont intéressantes. On constate, alors ça peut être aussi un point qu'on pourra aborder dans la discussion, des repositions au sein des groupes notamment, avec un renforcement des directions financières au détriment des directions des ressources humaines. C'est en tout cas le point de vue très fort des élus du personnel et des représentants du personnel qu'on a interrogés, avec le sentiment que les DRH perdent de plus en plus de marge de manœuvre et qu'ils sont soumis à des contraintes qui viennent d'au-dessus. Et donc du coup se pose la question de la pertinence dans certains cas des directions des ressources humaines comme interlocuteurs pour mener des relations professionnelles et sociales pertinentes. Comme nous le dit un DSC dans une entreprise, on ne négocie pas toujours avec les bonnes personnes. Dans certains cas aussi, les directions locales sont vues ou perçues comme de simples boîtes aux lettres sans réel pouvoir de décision et de négociation. Ce qui se passe, c'est que le pouvoir est vraiment concentré aujourd'hui sur certains niveaux dans nos entreprises, et donc se produit une sorte de centralisation des groupes, mais aussi des directions des ressources humaines et aussi des relations professionnelles. On constate une sorte de parallélisme entre les mouvements de renforcement, de centralisation de ces DRH et aussi de centralisation des relations professionnelles. Les DSC, les délégués syndicaux centraux, sont devenus des personnes incontournables dans notre étude. Ce sont vraiment eux qui ont des vrais rôles stratégiques en termes de relations professionnelles et aussi de coordination. Dans tous ces éléments de loi législatif, on introduit des nouveaux outils, des nouvelles prérogatives au CE, mais on ne se pose pas forcément la question de la coordination de ces instances, etc. Et on constate dans notre travail que les DSC sont vraiment des lieux, des personnes qui ont un rôle au niveau central de coordination et de stratégie. Donc tout ça produit un double mouvement de parallélisme entre les RH et les IRP. Pour autant, ce parallélisme ne signifie pas nécessairement une symétrie de pouvoir. Il y a bien encore des asymétries de pouvoir entre ces éléments. Le deuxième point sur lequel je voulais évoquer, c'est donc les formes que prennent ces centralisations des instances et surtout la production d'une division du travail de représentation. Le modèle classique évolue et dans l'entreprise, on constate vraiment des diversités d'approches et une très grande richesse aussi. C'est pour ça qu'on parle du CE, du comité d'entreprise. Il faut bien évidemment parler des comités d'entreprise, et il y a autant de comités d'entreprise et autant d'IRP que d'entreprises. Vous voyez bien que les lois, à nos yeux, les lois LSE puis REPSAMEN ont certainement contribué à renforcer le pilier économique des IRP en renforçant la dimension stratégique prise à un niveau central. Cela a conduit à inciter, dans certains cas, à des fusions des instances
Mais comme l'indique le troisième point, on a observé peu de dupes, peu de délégations uniques du personnel, ce qui était pourtant une des attentes de ces lois, pour plein de raisons, notamment l'attachement à une prérogative très forte et très marquée, très distincte du CHSCT à un niveau local. Et au-delà de la dupe en tant que telle, on constate d'autres formes plus originales ou intéressantes de fusion. La mise en place, par exemple, d'un CEI dans certaines entreprises, comme BRC, qui est une banque mutualiste de notre échantillon. Et dans cette banque, les instances se centralisent au niveau de la fédération pour correspondre justement à la centralisation de la direction des ressources humaines. Voilà, l'ensemble de la politique sociale et éducationnelle dans cette banque est organisé au niveau de la fédération. On voit bien ce parallélisme dont je parlais tout à l'heure. On constate aussi dans d'autres entreprises le maintien d'échelons intermédiaires à des niveaux divers, notamment par des niveaux régionaux. Dans une grande entreprise de commerce de détail, on constate des organes institués au niveau régional qui sont intéressants pour mener des relations sociales, pour faire un lien ascendant et descendant, mais qui en même temps ne sont pas forcément des lieux de négociation très forts. Tout cela produit une sorte de tension entre centralisation et éloignement. On a constaté, les délégués syndicaux qu'on a interrogés nous relatent avec plus ou moins de nostalgie, une évolution du dialogue social qui est liée justement à la gouvernance d'entreprise dans le sens d'une centralisation des fonctions de direction et avec le sentiment que les directions locales ont perdu de plus en plus leur autonomie décisionnelle. Et ça, c'est intéressant dans les interrogations actuelles sur l'hypothèse ou le constat d'une décentralisation des normes. Ce mouvement n'est pas du tout incompatible avec, au contraire, une centralisation de plus en plus forte du dialogue social. C'est peut-être un des points intéressants qu'on a observé dans notre travail. Alors tout ça produit une sorte de division du travail, division des tâches, entre des CCE de plus en plus armés et qui se concentrent sur la stratégie d'entreprise et les consultations sociales. Les CE, dans le cas d'une articulation CCE-CE, qui continuent de s'occuper des activités sociales et culturelles et qui produisent un rôle intéressant comme j'expliquais tout à l'heure, de lieu d'information, de remontée d'informations locales. Dans une entreprise de sécurité, le CE, c'est le lieu où on a le panorama des appels d'offres gagnés ou perdus. Donc c'est vraiment, il y a une richesse supplémentaire par rapport aux informations qu'on pourrait avoir à un niveau purement centralisé. Dans une entreprise du bâtiment, on nous dit le seul interlocuteur, c'est pas bon que le seul interlocuteur d'un élu soit le DRH ou le DG, le directeur de secteur, doit aussi rendre des comptes, c'est important. Et dans une entreprise, enfin, on nous dit c'est une agora, le CE. C'est lui qui s'occupe de la marche du site, c'est une agora, il ne faut pas le négliger. C'est là où on entend nos directeurs d'établissement. Donc même si au niveau de l'établissement, les relations professionnelles sont de moins en moins riches et de moins en moins remplies de prérogatives, ça reste quand même des lieux d'échange et de discussion importants. Pour finir, ma dernière diapo avant de laisser la parole à mes collègues, c'est pour compléter cette articulation entre CE et CCE, une articulation vraiment intéressante entre feu les CE et les CHSCT. Dans les entreprises de... Oui, pardon. Les CE vont évoluer aussi, feu les CHSCT. Avec un attachement très fort, et ça prend une importance dans les discussions qu'on a aujourd'hui, un attachement très fort aux CHSCT locaux, notamment dans l'industrie, où une DRH me dit, moi ce qui me choque, c'est la centralisation des discussions dans un CHSCT central. Je pense que le législateur n'a aucune idée de ce qui se passe dans les entreprises. Je suis opposé à la centralisation des CHSCT, de la sécurité, l'hygiène, ça ne peut être que local. Et cela correspond aussi au point de vue des élus et des syndicalistes qu'on a rencontrés, qui pensent que vraiment les CHSCT sont des lieux de pouvoir, d'information, de lutte, de débat, en tout cas, qui sont un lieu local de plus en plus important, à mesure justement que les discussions ou les relations se centralisent à un niveau très élevé. Alors on a observé plusieurs configurations, je ne vais pas m'attarder là-dessus.
qui montre voilà, justement cette montée en puissance du CHSCT comme une instance de proximité. Avec même dans certains cas des choix de contourner ou de vider le CHSCT de sa substance. Alors pour créer une instance unique qui ne s'appelle pas DUP, enfin c'était une préparation d'une DUP dans un cadre d'entreprise, ça pourrait être un conseil social et économique avant l'heure, où le CE empiète de plus en plus sur les prérogatives du CHSCT, prend la main sur des prérogatives de hygiène et sécurité, ou alors par des créations d'instances ad hoc, où là le CHSCT devient un peu plus une chambre d'enregistrement. C'est le cas, pour finir, d'une entreprise qui se veut libérer de notre échantillon et qui crée des instances de discussion, d'échange, très new wave et très intéressantes aussi, avec un contact direct avec les salariés, et voilà, qui contourne allègrement le CHSCT, mais malgré tout dans une volonté de ne pas réduire les discussions sur ces questions. Voilà, je vous remercie, je vais passer la parole à Nicolas. Pardon, à David. Bonjour à tous. Donc, il s'agit dans la suite du propos de voir en quelle manière ces nouveaux dispositifs donnent ou pas la personne du personnel de ressources pour mener à bien leur mission, avec notamment les procédures d'information et de consultation dans les instants. Je tiens à saluer Jean-Paul Rayard qui est descendu, qui est collaborateur, qui s'est glissé dans la salle sur cette étude, effectivement, à la composition originale. Alors, juste peut-être un premier point qui complète. Qui complète ce que disait Nicolas à l'instant sur la manière dont les entreprises s'organisent et de la manière dont tout cela conditionne au final la structuration du dialogue social. J'en vais peut-être juste un point qui est la dissociation croissante de l'organisation juridique et de l'organisation opérationnelle. Alors, on vit depuis des années, voire peut-être même des décennies, dans des organisations matricielles qui sont devenues de plus en plus complexes. Et il me semble que ce mouvement va simplifiant, c'est-à-dire que l'organisation juridique est vue comme une autre dimension à laquelle les entreprises doivent bien se plier, puisqu'il faut bien rendre des comptes, publier des comptes, il faut bien livrer des liasses fiscales à l'administration fiscale, il faut bien dialoguer avec des ERP qui par nature sont constitués au bord du périmètre juridique. Mais plus le temps passe, on a l'impression que ces éléments-là sont une forme de contrainte avec laquelle il faut bien vivre, mais qui est donc à côté de laquelle l'entreprise vit selon un autre axe qui est l'axe opérationnel, donc selon des divisions, des business units, évidemment bien souvent qui dépassent largement le périmètre de la France. C'est pas une nouveauté, mais il me semble que c'est un point qui s'amplifie et qui a forcément des conséquences sur le dialogue social, les sociétés devenant au final assez hôtelières de business unit opérationnel, ce qui d'ailleurs pose question sur ce que c'est qu'une société au passage. Il y a le deuxième point qui a déjà été un petit peu abordé, c'est la technicité croissante. Il me semble quand même qu'il y a dans les débats, dans les organisations porteuses, une complexification croissante de leur technique de production, de leur structuration, de leur organisation, de leur processus. Et donc tout ça, évidemment, ça suppose que le dialogue qui s'instaure au niveau des ERP puisse répondre à cette complexité croissante. Et d'autant plus qu'on attend de plus en plus justement les entreprises personnelles sur l'ensemble des questions de la stratégie, de la marche économique de l'entreprise, donc il s'agit de entre guillemets, se monter à la hauteur de cette complexité. Et de ne pas céder peut-être aussi à l'argument d'intimidation que peut revêtir parfois cette complexité. Voilà. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, on voulait cerner ce qui, ça a déjà été un tout petit peu on verra en symétrie, les ERP. Alors la fonction RH, effectivement, elle s'étoffe dans sa dimension relations sociales. Elle s'étoffe notamment parce qu'on voit fleurir un peu partout des professionnels, ce qui est déjà aussi quand même le cas, des professionnels de la relation sociale. Mais donc de plus en plus, l'interlocuteur d'absence du personnel, c'est plus un directeur des ressources humaines, ça peut être, surtout dans les grands groupes évidemment, un directeur des relations sociales qui parfois préside l'instance, le CCE. On n'a même plus le DRH, alors évidemment plus le DG, on n'a même plus le DRH, on a un directeur des relations sociales qui, bien souvent en formation, soit RH, soit droit social, soit les deux,
évidemment pertinent sur son champ de compétences, mais dès lors que les questions débordent de ce champ de compétences, évidemment, les moins. Donc on a cette développement, cette professionnalisation de la fonction en relations sociales, avec aussi des DRH qui sont, ça va un peu de pair, qui sont de moins en moins venus du monde opérationnel. Ça peut être aussi quelque part la force de certains DRH d'avoir un passé opérationnel, ce qui les rendait aux yeux des élus plus légitimes. Et donc de DRH recrutés de l'extérieur, vraiment dans la filière de la profession de la formation. De là, on peut quand même tirer un paradoxe, c'est que la fonction RH, quelque part on attend d'elle qu'elle négocie plus, qu'elle dialogue plus, mais elle est de plus en plus, justement, en tant qu'interlocutrice, et en tant que seule interlocutrice, dépourvue de pouvoir pour négocier. Puisqu'elle a besoin, pour négocier, de l'ensemble des directions, et donc elle est placée seule en interface de négociation. Ça peut être un très très bon spécialiste du droit social, on n'est pas forcément déjà un bon négociateur, enfin si, peut-être, hein. Mais surtout on n'a pas forcément tous les éléments en main pour mener à bien une négociation. Alors, en miroir, la fonction de la représentation du personnel évolue aussi naturellement, ça a déjà été un petit peu abordé. Il y a une idée très forte de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on passe de l'idée du militant à celle du professionnel, ce qui pose quand même pas de question. Et on se retrouve effectivement avec des professionnels de la représentation du personnel qui bien souvent cumulent des mandats avec la figure centrale dans les grands groupes du délégué syndical central qui effectivement à la fois négocie et est en position centrale de négociation et représentant syndical dans les CCE, donc occupe une place tout à fait centrale dans l'ensemble du dispositif. Et donc à l'inverse de ce qui se passe côté RH, on a plutôt une tendance au resserrement, en tout cas à la concentration à la fois du savoir, quelque part de la reconnaissance et du pouvoir, du côté des IRP autour d'un relatif petit nombre de personnes, sur des équipes, sur un dans les grands groupes. Effectivement, on va trouver les DC, quelques personnes autour. Et donc, nous, en tant qu'experts, on voit que quand on s'adresse quand on commence à parler du fond un petit peu, etc., on se retrouve quand même bien souvent face aux mêmes personnes qui, du coup, portent sur leurs épaules une charge quand même au passage assez importante. Donc le cumul des mandats, c'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est pas seulement, à la base du cumul des mandats, on a aussi souvent des accords de droit social, de droit syndical, qui vont au-delà de la loi, des minimums légaux. Je pense qu'on a l'essentiel là-dessus. Alors, la formation de consultation, parce qu'il s'agit quand même de parler des procédures elles-mêmes. Alors, elles étaient déjà, portaient déjà une limite, on va dire native, hein, qui était celle de la consultation. Hein, donc ça, c'est pas exhausté, pas d'avis conforme. Alors, il y a quand même, Frédéric l'a évoqué en introduction, on s'y attache pas plus que ça, mais il y a quand même un verrou assez fondamental qui a sauté en 2013 avec la LSE et les lettres fixes qui évidemment vident les procédures de consultation d'une énorme partie de leur enjeu qui est que la direction cherchait à boucler sa procédure, à obtenir l'avis, donc à fournir suffisamment d'informations aux IRP pour pouvoir le faire. Dès lors que ce verrou dans le délai saute avec le principe d'avis non rendu à l'avis négatif, on est face quand même à une transformation, on passe quand même dans une autre philosophie de ces procédures d'information de consultation où le rapport de pouvoir est quand même légèrement modifié. Alors il y a, je n'y reviens pas, le fait que ces procédures d'information de consultation sont de plus en plus techniques, donc exigent de la part de l'ensemble des parties prenantes technicité accrue, et ils répondent à ça, à la formation, un besoin de formation économique des élus de plus en plus important, et puis donc, comme je l'ai dit, la concentration finalement de débat sur un petit nombre de personnes. On voit donc du coup, pour revenir aux côtés de la direction des ressources humaines, aussi donc, la nécessité, répondant à la fois la variété des sujets, parce que quand on demande d'informations, consultation sur la stratégie, évidemment c'est quand même relativement complexe de vouloir exposer toutes les dimensions. Donc c'est aussi le rôle des directions des ressources humaines de faire venir, de s'assurer de la disponibilité, on peut parler de façon un peu pratique, parce que la réalité c'est quand même ça, c'est des agendas, mais de
faire venir et s'assurer de la disponibilité des bonnes personnes, entre guillemets, pour enrichir le débat autant que possible. Et ça donne qu'il y a une part de bonne volonté, on va dire, de l'interface des ressources humaines, une part de disponibilité et aussi de bonne volonté de la part de l'ensemble des directions d'entreprise. Sachant que tous n'apprécient pas cet exercice d'échange avec les comités d'entreprise ou les comités centraux. Voilà, ça nous a été rappelé, effectivement, il a essayé de faire venir le directeur de division, le responsable de stratégique dans les instances. Et enfin, le dernier point, c'est celui de l'expertise, en page suivante. Donc, les relations sociales se transforment, les instances se transforment, et donc l'expertise aussi. Alors l'expertise, là, ça fait plus, ça s'inscrit plus dans l'APSAMEN que dans la LSE. Mais déjà un petit peu dans la LSE, on a plusieurs mouvements concomitants. D'une part, le fait que l'expert est de plus en plus appelé à être un support à la négociation. Alors c'est déjà le cas dans la LSE, c'est la mission d'aide à la négociation d'un accord régissant le plan social qui a été créé par la loi de sécurisation de l'emploi en 2013. Et on voit quand même ce mouvement selon lequel l'expert est de plus en plus perçu comme non seulement un prestataire de l'instance, mais aussi des organisations syndicales en support à la négociation. L'autre point, c'est que effectivement, l'expert devient de plus en plus consultant, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus appelé à répondre à des besoins ponctuels, et pas seulement par rapport à la condition, aussi intéressant soit-il. Donc il est à déborder un petit peu ce que c'était que l'expertise il y a quelques années, une décennie. Donc l'évolution vers un rôle de consultant en permanence, et parfois sur des thèmes tactiques qui rejoignent ce que je fais sur la négociation, qui ne sont pas de prime abord le champ de leur mission, ni d'ailleurs de leur compétence. Et puis, alors c'est le premier point, je l'ai sauté, mais il y a évidemment une énorme diversité dans ce que c'est que l'expertise dans les entreprises, entre la PME où il est vécu comme une intrusion totalement relativement intolérable, et le grand groupe, il fait partie d'un rouage du dialogue social très institutionnalisé, où il peut être instrumentalisé par les directions par ailleurs, mais on voit qu'il y a évidemment une énorme diversité dans ce que c'est que l'expertise, comme d'ailleurs il y a une énorme diversité dans ce que sont les IRP. Je souligne, et ça fera lien avec la troisième partie, que, pour prendre l'exemple de la B2S, il est important, parce que la B2S, penser que la B2S peut fournir l'ensemble d'un contenu normatif qui sera l'ensemble d'informations utiles à une consultation opérationnelle un petit peu difficile à envisager, donc c'est important que l'expert puisse co-construire, aider à construire, parce que c'est ça son travail, c'est de définir la demande d'information en fonction du système d'information, des spécificités de l'entreprise et des besoins des représentants du personnel. Donc c'est important que l'expert puisse participer à cette co-construction du contenu de la base de données. Et puis enfin, pour terminer, on voit aussi le paysage de l'assistance en général aux IRP qui se modifie, avec un lien qui existait déjà entre les cabinets d'expertise et les cabinets d'avocats, mais qui va se resserrant avec une nouvelle structure qui naissent qui offre des types de prestations par ailleurs. Je ne citerai pas le nom, mais beaucoup en tête. Mais donc voilà, il y a un rapprochement qui se fait de ce point de vue-là, et qui peut en effet s'avérer efficace pour combiner l'expertise avec une relation d'assistance juridique. Merci Damien, bonjour à tous. Alors j'en ai à la dernière partie, donc, qui correspond au cinquième chapitre de rapport qu'on a rédigé par l'AS. Vous pourrez, si vous voulez, le consulter, vous trouverez beaucoup d'exemples assez précis tirés de nos différentes études de cas, nos différentes monographies. Bien sûr des témoignages des DS, des DSC, des DRH. Donc dans cette partie, 3 points principaux, avec, je dirais, un fil rouge important, c'est la question de la symétrie. Est-ce qu'on peut réduire la symétrie? Comment on réduit la symétrie? Et quels sont les moyens donnés par la LSE? Est-ce qu'ils permettent de réduire un petit peu, de fait, dans la pratique, cette asymétrie? Donc 3 points, 3 outils finalement, 3 différents outils, 3 différents dispositifs qui sont soit confortés, soit inventés par la LSE. Donc le premier, on a déjà parlé, c'est l'ICOS, information de consultation
sur les orientations stratégiques. Le deuxième point portera principalement sur les nouvelles possibilités sur les nouvelles solutions de négociation de plan de sauvegarde de l'emploi, de PSE. Et dans un dernier temps, je reviendrai sur un petit peu de temps sur un outil qui est en lien bien sûr avec la stratégie, toujours un outil d'information important, la BDES. Donc l'ICOS, un partage de la stratégie d'anticipation qui ne va pas de soi. Donc en effet, je le disais un petit peu en préambule de ces quelques diapos, le point central de la RSE, c'est la réduction de la symétrie d'information. À ce titre-là, l'ICOS, c'est un outil majeur. Voilà. Évidemment, la consultation annuelle que constitue l'ICOS conforte une forte prérogative économique, une forte prérogative, la prérogative économique des comités d'entreprise. Alors, en ce qui concerne le déroulement de la consultation, on a vu qu'il y avait évidemment l'information de consultation, il y a l'aspect information qui passe un peu au-dessus de l'aspect consultation, c'est-à-dire que voilà, il y a souvent on donne des informations, mais le partage, la discussion, sans aller forcément jusqu'à la proposition d'alternative, ne va pas jusque-là. Alors c'est vrai qu'un point qui nous avait assez marqué, c'était que finalement on parle d'ICOS, c'est quelque chose qui est légal, donc en général les entreprises le font, en tout cas c'est notre échantillon, il est relativement représentatif. Comme l'a dit Frédéric, l'ICOS n'est pas toujours identifié comme tel. Alors il y a une confusion très fréquente avec la formation consultation donc, peut porter justement sur les restructurations et donc l'accord qui peut être conclu entre la direction et les OS. Il peut y avoir également une confusion assez fréquente, et ça c'est plus important je pense, avec la formation consultation sur la GPEC. Sachant que sur la GPEC, donc loi de Borloo, loi de modernisation sociale, on a un petit peu de recul, c'est 2005 et en 2007-2008 ça commence à être assez actif. Finalement, on a observé qu'il y avait beaucoup de mécanismes de co-construction, donc de stratégie, d'éléments prospectifs, d'éléments de stratégie en dehors du comité d'entreprise. On a eu quelques exemples assez frappants finalement, où le mode participatif était employé, c'est-à-dire que concrètement, la direction mobilisait les salariés, pas uniquement les salariés, les managers, les RH, pour essayer de faire remonter des informations, des brainstorming, des informations, des réunions, pour essayer de consolider ou de mobiliser un petit peu une intelligence collective. Voilà. Ce qui d'ailleurs n'était pas toujours bien perçu ni par les OS, ni par les organisations syndicales, ni par le CE. Concrètement, il y avait ça c'est pas marqué sur le diapo, c'est un point important, c'est-à-dire que l'ICO c'était un exercice souvent vécu de manière assez formelle. Alors évidemment, on a dit qu'il n'était pas toujours identifié comme tel, mais même s'il n'était pas toujours identifié comme tel, vous avez une formalité, voilà, vous le faites parce que c'est légal, mais aller plus loin dans la pratique, aller plus loin sur l'échange, aller plus loin dans la discussion, on voit que là, on était un petit peu loin. Ce qui explique sans doute qu'il n'y avait pas toujours d'avis explicite, en tout cas c'est ce que les témoignages c'est ce qu'on a apporté dans les témoignages des OS, et finalement assez peu d'avis positifs. Voilà. Alors, pas dire qu'il n'y a jamais d'avis positifs, parce que c'est pas vrai. Des fois, les OS acceptent et considèrent qu'en effet la stratégie qui est présentée est la bonne, souvent parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. De manière générale, en effet, il y a une grande hétérogénéité des contenus et des pratiques, donc on ne peut pas donner d'autres éléments de généralisation. Je vous invite à regarder la partie 5 si vous pouvez. Alors on a parlé d'information de consultation sur les zones stratégiques, on a déjà, je crois qu'il y a déjà eu le terme d'anticipation, Frédéric est venu sur ce point, et évidemment le partage de la stratégie, a priori il a pour but évidemment de servir l'anticipation, qui a priori permettrait une gestion moins à chaud, plus à froid des mutations économiques, donc soit pour pouvoir bien anticiper ce qui va se passer, donc mieux préparer les dispositifs et les outils, et éventuellement réduire les impacts sur les salariés. Alors évidemment, une stratégie elle est menée dans le cadre d'un certain périmètre. Je
pense que là, il y a un point qui est clé, hein, la question du périmètre, aussi bien du côté des directions que du côté des IRP. C'est un point d'achoppement, enfin, c'est vraiment un point central. Évidemment, le périmètre sur lequel communique la direction n'est pas nécessairement le périmètre sur lequel est décidée la stratégie. Et ce que je dis ici, c'est d'autant plus vrai, évidemment, pour des grands groupes européens, internationaux, etc. Alors, c'est vrai que côté direction et côté RP, on peut quand même sortir quelques éléments, je dirais quelques grands enjeux qui sont vraiment ressortis. En particulier, on parle d'anticipation, on parle d'ICOS, on parle de prospective, donc c'est-à-dire que l'outil normalement se déroule à moyen terme, enfin pour moyen terme, donc quelques années. Donc, est-ce qu'on peut vraiment mener un tel exercice, prévoir l'activité de l'entreprise et ses éventuels impacts sur l'organisation du travail, sur les emplois? Est-ce qu'on est en mesure de mener une telle démarche? Bon, je crois que ça a été Frédéric notamment en a déjà parlé. Il y a évidemment l'effet de la crise depuis 2008. Vous avez évidemment la volatilité de certains marchés. Je pense à l'automobile, mais il y a pas mal de marchés comme ça. L'incertitude évidemment du jeu concurrentiel. Donc vous avez beaucoup de choses qui font que même si vous voulez de toute façon mener une prospective, vous n'êtes pas forcément en mesure de le faire. D'où une difficulté encore plus importante pour partager finalement pour être cette stratégie, quoi. Évidemment, il y a un point central dans le dialogue social, c'est la question de la confiance, de la responsabilité. Et de ce point de vue-là, on a observé des fois des réticences, c'est vrai, des représentants de la direction à en dire trop, ou en tout cas à dire forcément tout ce qu'il y avait dans leur stratégie, pour la bonne raison qu'il peut y avoir des types de confidentialité qui pourraient poser problème. Côté des représentants du personnel, alors même si on vous fournit une ICOS, vous n'êtes peut-être pas forcément en mesure de la comprendre, de la partager, de l'assimiler. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, et Damien a revenu dessus, de ce point de vue-là, vous êtes la démarche d'expertise, en tout cas l'assistance par des experts à toute sa place. Mais clairement, il peut y avoir vraiment un problème de compétences sur la question, pas de volonté des fois, mais de compétences. C'est vrai que de manière générale, et je crois qu'on en parlera un petit peu après, il y a une hétérogénéité selon les élus, finalement. Les DSC sont souvent quand même plus avancés qu'au niveau local, ce qui a un effet évidemment de la professionnalisation. Toujours est-il que voilà, il y a une inégalité entre des fois certains OS sur ce point qui peut poser problème finalement en termes de capacité de marge de manœuvre, de capacité de compréhension et d'appropriation, je dirais, des OS de la stratégie. Donc, oui, interrogation sur un diagnostic partagé sur la stratégie. Évidemment, le périmètre à ce niveau-là, j'en ai déjà parlé un petit peu dessus, mais le périmètre, c'est un enjeu. Le périmètre est un problème important. Je dirais qu'il n'est pas toujours satisfaisant pour les élus. Je dirais même, si je ne me pas, je parle sous contrôle de nos collègues, je pense qu'il est rarement satisfaisant en fait. C'est-à-dire que des fois, vous avez des informations de France, voire européens, mais vous savez, par exemple, pas nécessairement le niveau de la visée subite. Ça, c'est un problème majeur. Ça, c'est vrai que, voilà. Bon, l'ICOS, là, je vais avancer un petit peu. L'ICOS favorise la centralisation des ERP et profisation, donc participe à ce mouvement sur lequel a abondamment revenu Damien. Je ne vais donc pas revenir là-dessus. Et je finirai là-dessus, je ne parlerai pas de la B2S, je vais rester sur les solutions de négocier de PSE, qui existaient déjà avant, mais c'est renforcé en fait par la LSE. Donc vous avez une nouvelle modalité de mise en œuvre de plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, donc possible négociation entre les OS et la direction, ce qu'on appelle les accords majoritaires. Alors il peut en fait dans les faits s'agir d'un accord à minima. Dans ce cas-là, on va parler d'accord majoritaire partiel. Évidemment, la direction a la main à la base, c'est-à-dire que la voie unilatérale est toujours possible. Elle peut décider de donner son document d'accompagnement et voilà, il faudra qu'il veut. Il y a quand même un rôle accru des directs. Donc, il y a un contrôle à la fois sur les deux types majeurs de documents qui peuvent sortir, je dirais. Donc sur les accords, une validation des accords.
Et sur les professionnels latéraux, ça va être une homologation. Voilà. Normalement, une assistance, c'est profondément vers ce qu'il y a dedans. Voilà, donc, rôle accru, c'était assez noté par pas mal d'acteurs, et notamment les consultants qu'on avait interviewés. Donc plus souvent qu'avant, les conséquences sociales des restructurations sont négociées, donc ça c'est ce qui est apparu dans l'étude. Les accords majoritaires en particulier donc, constituent une part plus importante des cas de PSE. Évidemment, l'idée c'est que ça donne au final des mesures plus favorables pour les salariés. Évidemment, ce n'est pas tant que ça une nouveauté, même s'il y a plus d'accords qu'avant, il existait avant des accords de méthode. Je pense à ce qui pouvait exister dans certains chapitres des accords de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Alors j'insiste bien, le fait de dire qu'on a une part plus importante de cas de PSE ne veut pas dire que ça devient, qui sont négociés dans le cadre d'accords majoritaires, ne veut pas dire que ça représente la majorité des cas. On n'est pas là-dedans. Les cas de PSE, selon l'étude d'ARES, c'est encore... les accords majoritaires ne représentent pas la plus grande part. Son étude d'ARES 2016, si je ne me trompe pas, je pense que c'est mes collègues. Un point qui était assez important et qui a été relevé par certains témoignages syndicaux, mais aussi des consultants, parce qu'ils sont évidemment issus de très près toutes les procédures et tous les processus sont faits. C'est la concomitance des discussions entre motifs économiques et accompagnement. Donc ça c'est un point de différence. Il y a presque un point de bascule là-dessus qui peut peut-être poser problème. En tout cas, la question a été vraiment posée. C'est vraiment venu sur le terrain, dans les entretiens. En effet, avant de discuter le motif économique avant les mesures d'accompagnement, donc ce qui permettait de débattre évidemment de la nécessité, de la légitimité, si on veut, de ces mesures. Maintenant, finalement, la concomitance fait que souvent, le motif économique passe à la fin. Donc ça a pour effet, c'est un petit peu contradictoire finalement avec un début de la LSE, c'est-à-dire que là, finalement, on enlève un peu certaines prérogatives aux représentants du personnel. Donc ça, c'est un point qui nous paraît important et qui sont une problématique. Dernier point, ça a été abordé un petit peu, il me semble, la question des délais préfixes, c'est pas bien, je crois, qui était inutile. Il y a un cadre qui est fortement contraint sur les négociations, j'en ai parlé avant, il y a concomitance entre discussion sur le motif éco et sur le mesure d'accompagnement social. Il y a les délais préfixes. Alors, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Oui, il y a des négociations. Alors là, j'ai regardé un peu dans l'étude. On en a une, vous négociez avec la direction des délais supplémentaires. Parce que là, vous allez avoir entre 2 et 4 mois. Donc, ça peut être rapide dans certaines situations. On a un exemple dans l'étude, donc je l'ai mis ici. On avait un cas d'intervention de l'instance coordinatrice des différents CHSCT locaux qui intervenait et donc qui servait de base à mobiliser finalement une expertise. Voilà. Et donc ça, c'était un point qui avait été jugé recevable par la direction pour pouvoir mener cette expertise commune aux différents CHSCT. Bon, accessoirement, la justice intervient aussi dans certains cas pour réduire les délais. En tout cas, le juge a déjà statué là-dessus et donc il y a une jurisprudence qui se développe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cas, mais il y a déjà quelques cas qui sont sur cette question. Voilà. Donc j'ai dit, je ne viendrai pas sur la BDES, on pourrait éventuellement y revenir sur des questions. S'il y a des questions dessus, je vais arrêter, je vais peut-être revenir par là. Merci beaucoup. On vient dans les échanges. Donc, je rappelle la règle du jeu. Vous vous présentez très rapidement, vous faites vos interventions, questions ou contenu de manière brève, s'il vous plaît. On prend 3 ou 4 interventions qui nous donnent qui souhaite intervenir. Oui, Joël. Oui, bonjour, Jean Caillon, Laser. On fait une étude en ce moment, elle a été mandatée par la Confédération européenne des syndicats, elle va présenter en octobre sur l'anticipation et la restructuration dans les groupes. On a étudié 9 cas, on a fait plusieurs séminaires à l'étranger, et le dernier était à Francfort. Ouais, il y a une question qui est extrêmement récurrente, notamment au groupe Alstom, qu'on a étudié à Francfort, c'est le problème de la difficulté de discussion sur l'anticipation et la restructuration dans la mesure où
où les directions en face, les représentants des entreprises sont quasiment des gens qui ont une connaissance financière. Et ce qui veut dire que quand on veut aborder le problème de la non-connaissance des savoir-faire et des pratiques professionnelles est une vraie difficulté. Et comme on l'a rencontré dans plusieurs groupes, ce type de choses, ça conduit à ce que ça soit très artificiel, cette capacité de négocier sur l'anticipation ou restructuration. Puisque les gens qui sont chargés de l'expliquer n'ont pas la connaissance exactement des sujets qui vont être modifiés. Il y avait aussi les groupes Bosch, et ça m'a amené à une réflexion. Or, c'est que la mienne, et je la relativise, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Hannah Arendt en disant, mais est-ce que c'est la seule façon pour les directions de gérer l'acceptabilité en transformant ces cas des cadres supérieurs simplement en agent des problèmes financiers, c'est-à-dire de ne pas connaître le reste des connaissances. C'est un peu dur ce que je dis, mais je pense que c'est un élément quasiment d'acceptabilité humaine pour ces gens que de ne pas connaître les choses, parce que c'était assez difficile. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui m'a frappé, c'est dans les études, et notamment on a étudié le cas Holcim-Lafarge, c'est que le problème de l'extension des connaissances et des éléments stratégiques est quand même très important. Par exemple, Lafarge, les problèmes de santé et de sécurité, c'est un élément de l'organisation de la mise en place d'une conférence internationale. C'est l'enjeu pour un cimentier que les enjeux de sécurité. Mais il y a aussi des enjeux d'éthique, bon, je vous fais un peu de grâce, qui sont posés. Mais comme on était à Francfort, on a eu le problème du Dieselgate. Et donc la cogestion allemande est interpellée par rapport à ça. C'est-à-dire que le problème de la diminution des normes n'est pas la réalité de demain. La réalité de demain, c'est qu'on est dans une société extrêmement sophistiquée, où les normes environnementales, de santé publique ou de sécurité alimentaire deviennent plus importantes. Donc les problèmes de stratégie des entreprises devraient s'élargir dans le cadre du dialogue. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a l'impression d'avoir en face de soi. C'est le premier aspect. Mon deuxième aspect, c'est les délégués centraux d'entreprise. Ça, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Et là, je dirais du côté syndical, il y a une difficulté qu'on retrouve. Le délégué d'Alstom était quelqu'un de la CGC à Francfort, où il y avait les différents syndicats qui étaient présents. Il y avait aussi ceux de Bosch. On a eu ceux d'Iberia, on a étudié Nokia Alcatel, on a étudié plusieurs cas, la FNAC, aussi la FNAC d'Arty. Ce qui me semble extrêmement important, c'est que ces personnes qui sont en général très compétentes sont, isolées, peuvent être isolées, mais aussi n'apparaissent pas comme éléments stratégiques dans la pratique des organisations, c'est-à-dire dans les structures des organisations. Ils ne sont pas un élément de la réflexion politique de ces organisations. Ils ne sont pas des dirigeants. Alors, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, puisque Philippe Martinez est l'ancien délégué central de Renault, mais en dehors de l'exception qui confirme, ils ne sont pas des éléments de promotion, même dans les organisations syndicales. Et comme j'ai essayé de regarder un peu plus loin, on retrouve la même chose avec les comités d'entreprise européens. C'est-à-dire que les gens qui sont les représentants syndicaux, ne jouent quasiment pas de rôle dans les structurations des organisations syndicales, et voire dans leurs réflexions. Donc ça veut dire qu'on a quasiment, je suis assez d'accord, un développement asymétrique, mais qui n'a pas d'influence sur l'évolution des uns et des autres. L'exposé de l'étude IRES par un petit travail que l'on a fait juste après, sur uniquement les PSE. On a fait une analyse d'un peu plus de 300 PSE qui représentent à peu près du coup 16% des PSE qui ont eu lieu en France de janvier 2014 à mars 2017. Le seul biais méthodologique, c'est comme on a analysé les PSE traités par CEGAFI, ça a introduit un biais de proposition d'échantillon, mais enfin on a quand même une base statistique intéressante. Ça établit deux choses. La première de ces choses, c'est une prédominance et surtout une très nette montée de la négociation. Si dans l'histoire sociale française, il y aura eu envol de la négociation d'entreprise, ça sera antérieur à la loi El Khomri ou aux ordonnances Macron, ça sera un acquis du quinquennat précédent. En gros, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais les accords majoritaires représentaient déjà un peu moins de 60% en 2014 et ils ont dépassé la barre des 70% en 2016 et sur les derniers mois, ils dépassaient la barre des 75%. Les accords majoritaires sont en train de devenir majoritaires.
Les contentieux étaient déjà faits dans 2014, 14% de contentieux. On peut quand même considérer que c'était gros, 14%, 5% en 2016 et aucun après l'été 2016. Donc on a vraiment une extinction du contentieux. Il y a encore un discours patronal sur le risque de contentieux, mais en tout cas, concernant les procédures de PSE, il n'existe plus. Il n'existe plus, il n'est plus significatif. Les accords de méthode, 27% seulement en 2014. Je rappelle que les accords de méthode, ça date de la loi Borloo-Larcher de 2002. Donc en 2014, c'était vraiment un phénomène qui restait très minoritaire, 58% en 2016. Donc ça a plus que doublé, c'est devenu majoritaire. Les réunions zéro, qui ne sont pas une obligation de la loi, 60% en 2014, 80% en 2016, et enfin dans 80% des cas, la négociation est ouverte avant le début de la procédure, donc elle est ouverte au moment de la réunion zéro. Donc du point de vue du paysage, l'entrée, la bascule dans une restructuration négociée, elle est totalement avérée. Alors, le problème, c'est que parallèlement, il y a une chute de la discussion stratégique et de la discussion sur les alternatives. Je ne voudrais qu'un seul chiffre. Les propositions alternatives, c'était 80% des cas en 2014, seulement 55% des cas en 2016, et ce n'est pas notre pratique qui a changé. Nous, on a toujours la même doctrine sur la recherche de marge de manœuvre, l'ouverture des champs possibles, etc. Du coup, moi, j'en viens à une question que je m'en débat dans la salle. Si le CE se concentre de plus en plus sur la négociation sociale, si l'instance unique, quelle que soit sa forme, mais vous avez bien compris qu'elle va être imposée, inclut les aspects de santé et de sécurité au travail, si cette instance dérive, entre guillemets, de bonnes ou de mauvaises raisons vers le social, est-ce qu'il ne faut pas remettre l'anticipation et la stratégie à un autre niveau, et l'autre niveau, ça s'appelle le conseil d'administration. Et en gros, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, à entériner le fait qu'on a besoin d'une réflexion stratégique, économique et anticipatrice à un autre niveau. En tout cas, ça me paraît, pour ma part, un élément qu'il va falloir porter dans l'actualité. Merci pour ces éléments. D'autres. Oui. Yannick Vidal, CFE-CGC. Là, je voudrais faire une question parce que je suis aussi chez Renault secrétaire du comité de groupe Monde. Au niveau de la stratégie, j'aurais aimé que vous puissiez nous faire la dichotomie entre, quand vous êtes sur un site, un établissement qui est en PSE, ce site appartient à une grande entreprise extérieure à la France. Quels sont en définitive à ce moment-là les éléments stratégiques à la main des patrons de ces entités? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand vous êtes sur un établissement en France avec une entreprise française, quels sont alors les éléments stratégiques à la main des patrons de ces entités? Parce que je pense qu'une des difficultés quand on parle de stratégie, c'est qu'il faut que tous les acteurs aient tous les éléments. Et c'est pas évident. Oui, c'est une question qui a été abordée tout à l'heure. D'autres. Non, on laisse nos amis réagir sur ces interventions à cette question. Valérie, je te laisse répartir les. Je commence et puis c'est pas pour exactement. Il y a des points sur lesquels je ne peux pas réagir, sur la politique des organisations syndicales, non pas parce que je suis aussi de l'ensemble des organisations syndicales, mais parce que je pense que c'est de leur responsabilité. Mais c'est effectivement un point important. De toute façon, il y a un point important de l'accompagnement des fédérations, des DS en général aussi, et qui risque de se poser encore plus fermement. Non, sur la question de l'anticipation et de la connaissance. Alors c'est vrai que je n'avais pas cette histoire de savoir-faire, manque de connaissance sur le savoir-faire, c'est pas tellement apparu. Ce qui est apparu, on va dire de manière soit franche, soit détournée, c'est une difficulté très forte à partager quelque chose qui est incertain. Quelque chose qui est incertain dans l'anticipation. Donc, et ça prend des formes très différentes. Et donc ça soulève des questions autour de la notion de stratégie. Mais première chose, souvent, il y a un grand nombre d'entreprises qui nous ont dit, nous, de toute façon, à 3 mois, à 6 mois, de toute façon, le marché, on ne peut pas le prévoir.
vous demandez de regarder à 3 ans et d'avoir des évolutions à 3 ans, et on a des questions, on ne peut pas. Voilà, ça se pose des questions hein, sur cette façon. Est-ce que c'est se cacher derrière son petit doigt? Je ne peux pas répondre, mais en tout cas, c'est quand même venu de manière assez. Ceux qui ont une anticipation, on va dire, un peu plus forte, ont une difficulté sérieuse. Sérieuse au sens que je ne sais pas comment la régler, et de partager cette incertitude lorsqu'ils vont faire des évolutions d'emploi. Que dit le DRH ou le DG à ce moment-là? Il dit on a une progression d'emploi, disons à la hausse dans le meilleur des cas, ou à la baisse dans d'autres cas, on va avoir une anticipation d'emploi à 3%. Si c'est 0%, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est la question qui se pose, c'est-à-dire quelle sera la réaction? Donc il y a une difficulté sérieuse de partage de cette incertitude. Alors, des fois c'est un jeu, des fois c'est de dire ah ben je sais pas et du coup je ne vais pas discuter, et des fois c'est de dire je ne peux pas annoncer quelque chose sur lequel je ne suis pas en capacité de promettre sereinement. Voilà. Donc on a des questions de loyauté, des questions après, il y a des questions de confidentialité qui sont importantes. On rejoint la dernière question. Il nous est arrivé assez souvent, dans les cas, on va dire, qui se passaient relativement bien, sur on va dire, sur la discussion, je veux dire, enrichie de l'orientation stratégique, qu'il y ait eu une information consultation qui se passe bien, qu'on sache que c'est une orientation stratégique. Alors, généralement, ça se passe à un bon moment. Hein. C'est une opportunité qui est saisie pour dire on va faire quelque chose. Mais que 3 mois ou 4 mois après, il y a un comité européen qui se réunit, qui dit aux États-Unis, là, ils ont décidé que ça allait pas, que la rentabilité n'est pas suffisante, on va commencer à fermer. Donc une stratégie tout à fait différente. Donc la stratégie qui a été énoncée pour les 5 ou 10 prochaines années, elle est balayée par une autre information. Donc voilà, elle est balayée par une autre information. Donc c'est comme ça. Alors, est-ce que le DRH France ou le DG France était au courant de cette information au moment où il a construit sa stratégie? C'est assez peu probable. Voilà. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, là ça revient au cumul des fonctions, c'est que des fois, il y a un réseau d'informations complexe qui se met en place. Donc il y a effectivement beaucoup de cumul des mandats, hein, c'est quand même très très important. Il y a des gens qui participent au CE européen, au CCE, qui ont quelques regards sur les comités d'établissement. Et à ce moment-là, je dirais qu'il y a un jeu d'informations qui va passer assez vite de ce qui se passe au comité européen, au comité central. Donc, il y a cette histoire d'incertitude. Effectivement, on n'a pas toujours le bon interlocuteur pour discuter de cette stratégie. Pour essayer de... Alors, je n'ai pas lu cette partie d'Anna Arendt, je vais y plonger, mais est-ce que c'est une façon de se mettre derrière un bouclier, de dire on est dans un univers incertain, on est financiarisé? Ce que tu évoques là me laisse penser, nous on a été quand même très frappés par cette recentralisation. Très frappés, y compris des groupes qui avaient, des très grands groupes qui avaient l'habitude, si tu veux, de dialogue social, y compris qui reprenaient, où le DG reprenait la main de manière très forte. Est-ce que c'est une façon je dirais du coup, de dire les autres ils vont exécuter les ordres du DG, ou est-ce que c'est un tel poids de la finance sur le fait que maintenant il va falloir quand même prouver que ceci est bien gouverné et que quand même la meilleure façon de gouverner c'est de garder le pouvoir fermement et c'est quand même pas trop discuté. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un travail qui mériterait. Voilà, moi c'est sur les deux. Je ne sais pas si. Peut-être pour compléter sur ce que disait Frédéric, encore sur les mots, il y a effectivement une difficulté bâtissant à vouloir partager la certitude, mais il y a aussi parfois, souvent, une difficulté à partager la certitude, effectivement la certitude difficilement
très très large, vague, avec des acceptions multiples quand on examine la manière dont elle s'incarne dans des documents. Mais généralement, ça s'incarne dans un document qui s'appelle un plan stratégique, qui est fait à 3 ans, 5 ans, généralement plus de 5 ans, qui est généralement produit au terme d'une réflexion annuelle, donc un cycle d'élaboration stratégique qui conditionne un peu le cycle de planification budgétaire. Donc la stratégie, elle est synthétisée dans ce document-là. Alors effectivement, pour rejoindre la question de la BDES, pensez, parce que c'était quand même l'intérêt de l'origine initiale de la BDES, pensez que l'entreprise va, c'est pas prévu dans les rubriques de la BDES, comme vous l'avez remarqué, dans une des rubriques de la BDES, rendre accessible son plan stratégique sur les ressources informatiques partageables, accessibles assez largement. Ça relève quand même un petit peu d'un optimisme, je pense, exagéré. Donc, et j'en reviens à l'expert qui, de ce point de vue-là, est un tiers et peut consulter ce que font les experts, ce qu'on fait, consulter ces documents-là, en faire exégèse, essayer de les comprendre déjà, c'est pas simple, en faire exégèse et s'en faire interprète auprès des représentants du personnel. Donc il y a là une difficulté pratique qui peut pas mener pas du tout, et je pense qu'on remettre un peu l'expertise, lui redonner un rôle important. Sur la question, je vais ajouter un point sur la question que vous souleviez sur effectivement le fait que les instances puissent être liées de leur contenu stratégique et économique, c'est sans doute le risque auquel les nouvelles ordonnances nous exposent. Ce qui peut dire du établissement, on voit bien qu'elle risque encore plus d'être une instance uniquement préoccupée des problématiques sociales. On peut faire même le constat, même dès à présent, que au niveau des CCE ou des TCE, qui sont informés et consultés de la stratégie dans le cadre de cette IPOS, utilisent assez rarement la possibilité qui leur est offerte de la navette avec l'organe d'administration. Effectivement, ils ont la possibilité d'exprimer des orientations alternatives, l'organe d'administration doit leur répondre. Alors, c'est une possibilité qui parfois est utilisée, qui reste quand même relativement formelle, c'est un jeu de ping-pong, mais dans beaucoup de cas, elle n'est même pas utilisée. Donc, effectivement, là on voit qu'on avait ouvert une possibilité, la loi avait ouvert une possibilité de dialogue entre l'instance et l'organe d'administration. Elle n'est pas toujours utilisée, quand elle l'est, on reste à quelque chose d'assez formel. Voilà. Après, évidemment, il n'y a pas de solution idéale, sans doute, effectivement, il y a quelque chose à chercher au niveau des conseils d'administration. Je suis d'accord. Oui, sur la question, juste un petit point de réponse sur une question posée par M. Vidal, je crois. C'était ça portait sur les preuves de la stratégie du périmètre, finalement. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe au-delà de la situation, la situation française, donc sur les sites externes. Je voudrais juste un élément de débat qui montre bien que les enjeux, finalement, ils peuvent être partagés aussi bien par les OS que par la direction. On a fait une étude il y a quelques années pour la DARES, toujours sur la mise en place de l'aspect GPEC de l'Europe, et on était sur un cas d'entreprise qui avait quelques sites en France, et il y avait un point intéressant, c'était que ce qui portait en termes à l'époque en termes de stratégie, ce qui était porté en termes de périmètre de la stratégie, donc avait été plus loin que dans le légal. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait une initiative d'un des syndicats, suivie ensuite par la direction, pour demander non pas un partage d'informations sur le périmètre France, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire d'aller carrément sur certains sites, en tout cas au niveau de la business unit. Donc c'est du transversal. Et alors, les autres syndicats finalement ont été à la suite de ce syndicat. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un appui de la DRH France. Pourquoi ? Parce que ça leur permettait justement d'accéder à des informations qu'ils n'avaient pas. Donc on voit bien que dans certaines situations, il peut y avoir un intérêt mutuel. Donc une source de dialogue social, une source d'accord, une source de créer des choses, et c'était assez innovant. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais à l'époque, ça nous avait assez marqué. C'est vrai que le syndicat qui nous en avait parlé était assez content, mais la RH était extrêmement contente aussi de ça, et c'était très intéressant. C'était loin d'être apparu, pour être sincère, dans beaucoup d'accords de GPEC. Il n'y avait pas beaucoup d'innovation, et évidemment, les raisons que vous connaissez.
autant, mais pas plus, ni moins que les contraintes externes, que ce soit technologiques, financières, réglementaires, etc. C'est un premier point, mais c'est vrai qu'en général, la tradition n'est pas de faire un double flux. Deuxième remarque sur le cas salarié, puisque le sujet a été posé par Alain, je vous signale, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la FNP et MLF, on fournit depuis 3-4 mois un programme sur le déploiement des animateurs salariés. Vous savez qu'aujourd'hui, la barre est passée à 1000, c'est-à-dire que les entreprises concernées, leur champ s'est élargi. Donc voilà, nos travaux sont sur le site, pour ceux que ça intéresse. C'est un travail qui est fait avec l'ensemble des organes concernés et c'est un sujet qui mature beaucoup dans les organisations. Après, il y a des désaccords sur les propositions, mais en tout cas, c'est un sujet qui vit assez fortement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent? Oui, Brigitte, puis Jean-François, pardon, monsieur Rizzi. Oui, bonjour, Nicolas Loire, CFE-CGC, Technique France, délégué syndical central. Donc je reviens sur votre présentation. Vous nous avez dit avoir rencontré des représentants du personnel, membres de comités d'entreprise, comités d'établissement, CHECT, comités sortants d'entreprise. Vous avez parlé, monsieur Leray, récemment des comités européens. Donc justement, au sujet de ces comités d'entreprise européens, qui sont des instances supranationales régies par les directives européennes de 1994 et 2009, transposées ensuite en droit national de chacun des pays de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Je voudrais savoir si vous entrevoyez, à la suite un petit peu de cette loi de sécurité de l'emploi française, des évolutions de nouvelles directives européennes qui pourraient influer sur la mise en place des nouveaux comités d'entreprise européens des groupes multinationaux présents en France. Brigitte Struthorg, je me demandais si on n'aurait pas intérêt à faire une différence entre orientation stratégique et anticipation. Parce que quand on dit orientation stratégique, on a tendance à penser qu'on est autour effectivement de débats avec une part de confidentialité qui fait qu'on est parfois contraint dans ce qu'on peut dire, ce qu'on peut échanger. Et l'anticipation, c'est autre chose, c'est d'observer ce qui se passe autour de l'entreprise, les évolutions, etc. Et ce qui est un risque ou une opportunité pour le futur et de pouvoir en parler. Il y a moins le sujet de la confidentialité, me semble-t-il, et une logique qui serait intéressante à développer, qui est est-ce qu'on peut étudier ensemble les scénarios, puisqu'il n'y a pas de vérité en la matière. On ne cherche pas exactement à dire ce qui sera, mais ce qui pourrait être. Et je pense que ce serait une manière aussi d'avancer sur la capacité d'échange entre les représentants et la direction. On est sur qu'est-ce qui peut se passer avec ces évolutions qu'on constate. Et il y a des sujets, me semble-t-il, importants aujourd'hui, qui est par exemple la digitalisation. La digitalisation, ça concerne le monde environnant l'entreprise et l'impact que ça peut avoir sur elle, mais aussi les modes de travail à l'intérieur de l'entreprise. Donc ces sujets-là ne sont pas des sujets immédiats où il y a besoin d'être informé, consulté, etc. Ce sont des sujets d'évolution majeure pour les entreprises et les salariés qui mériteraient d'être un peu accompagnés. Alors malheureusement, je pense que c'est surtout une volonté des hommes. Il faut rencontrer des hommes de bonne volonté des deux côtés qui ont envie de passer un peu de temps à échanger là-dessus, mais je pense que ce serait terriblement positif et formateur pour tous. Merci. Jean-François Hermel, MDS. Je voulais revenir sur la PDES qui, comme vous l'avez dit, a été peu utilisée et je dirais peu utilisée à la fois par ses difficultés et peu utilisée par la compétence des utilisateurs. En résumant un peu son verbant, quelles évolutions pourriez-vous avancer vers justement une évolution de cette PDES et aussi des utilisateurs, de la formation des utilisateurs à l'utilisation de bases de données, parce que je crois que l'utilisation de bases de données est importante et je crois que c'est un point à creuser. Et donc quelles évolutions verriez-vous? Mon deuxième point, c'était sur les délégués centraux. Qui, si j'ai bien compris, avaient peu d'influence ou peu de relations avec leurs organisations, les organisations syndicales confédérales. Mais
j'ai pas entendu parler des branches. Or, pour moi, dans ma pratique, j'ai toujours vu les délégués syndicaux centraux qui étaient beaucoup plus proches des branches et qui étaient désignés par les branches et pas par la Confédération. Marcel Manière de Confrontation. J'ai deux interrogations. Je ne sais pas si c'est des interrogations qui sont à travers ce que vous avez dit. Le premier, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une distance entre ce que vous dites, de ce que vous avez vu, et des intentions, des transformations qui sont à l'œuvre. Moi, il me semble que les acteurs qui ont souhaité une partie des transformations dont vous parlez avaient comme ambition de articuler mieux la question économique et la question sociale. Pour 1000 raisons que je développe pas. Et il me semble que ce que j'ai compris de ce que vous expliquez, c'est que, en fait, on n'y parvient pas vraiment. On est plutôt sur... peut-être même accroît-on la dichotomie, et peut-être accroît-on la dichotomie parce qu'il y a une distance entre... Il y a deux éléments, à mon avis, qui peuvent l'expliquer. D'une part, le décalage non négligeable, temporel, entre le moment où sont pensées une évolution, le moment où c'est traduit dans la loi, le moment où ça devient une culture, et la réalité du monde dans lequel cette culture s'exerce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble assez évident à travers ce que vous dites, c'est que, alors c'est pas dit du tout dans le rapport, mais moi ça me paraît assez évident, c'est que les limites des nouveaux outils tiennent probablement pour partie à la crise de société dans laquelle on est. Je reviens sur ce que disait Joël Decaillon et sur le rôle des DSC et sur la question qui était posée tout de suite. On est sur des réformes qui sont portées par des institutions en crise, qui s'appliquent dans des entreprises, et pour 1000 raisons, les entreprises sont moins en crise que les institutions auxquelles elles se rattachent. Et que, pour compléter là-dessus, on ne sait toujours pas aujourd'hui dire de manière consensuelle ce qu'est l'entreprise, et on n'est pas d'accord sur ce que devrait être sa gouvernance. À partir de là, quand on décide d'outils au niveau central, qui s'appliquent sur des entités dont on n'a pas défini le concept et on ne le partage pas, et qui acceptent en fait dans la réalité des définitions extrêmement diverses, on prend un risque. Merci. Non, ce sera la dernière question. Donc, il y a quand même... En plus, on a eu affaire, je dirais, au comité européen que parmi les délégués qui étaient au comité européen et qui siégeaient au comité central d'entreprise, qui apportaient cette information en regard. On n'a pas fait une observation. Les gens à Grèce qui regardent ce qui se passe dans le comité européen. Donc, désolé pour ce point-là. Sur la question de l'anticipation et de la stratégie, oui, vous avez raison, mais il y a plusieurs exemples où, qui ont été évoqués notamment par Nicolas Parlat, de mobilisation, pas toujours des représentants du personnel d'ailleurs, de salariés pour réfléchir à qu'est-ce qui est autour de l'entreprise et qu'est-ce qui bouge pour avoir une forme d'anticipation. Reste qu'une anticipation qui ne regarderait pas les conséquences sociales poserait quand même quelques difficultés. Donc voilà, il y a quand même un moment, me semble-t-il, la nécessité de revenir sur ces conséquences. Alors il y a peut-être un point sur lequel il faudrait qu'on arrive à lever une ambiguïté, mais qu'on n'a pas levé dans le rapport, c'est qu'on a l'impression de savoir ce qu'est une stratégie d'entreprise. Et même pire, on a l'impression que l'entreprise sait ce qu'est une stratégie.
fait, on est un peu parti bille en tête sur, oui, orientation stratégique, c'est clair, une entreprise, elle a une stratégie, elle la présente, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, et puis après, elle change pas. Visiblement, ça a l'air un peu plus compliqué. D'abord, il y a une très grande hétérogénéité de la stratégie. D'abord, elle dépend probablement de la structure de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est entre une entreprise qui fait de l'hydrocarbure et une entreprise? Cette question, peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus clair sur ce qu'est la stratégie. Sur la digitalisation, je n'ai pas grand-chose à dire. Sur la BDE, je laisserai peut-être Nicolas dire un mot. Peut-être juste dire, pour rebondir sur la question de Marcel Clénien, c'est qu'on a vu que sur l'ensemble de ces outils, que ce soit l'information, consultation, notation stratégique, la BDES ou du CICE dont on n'a pas parlé, le nerf de la guerre, si je puis dire, c'était le périmètre. Le périmètre. Sur quel périmètre on s'informe? Sur quel périmètre est la stratégie? Sur quel périmètre on est? Est-ce qu'on est au niveau central? Est-ce que les établissements sont présentés? Est-ce que le niveau européen est présenté? C'était une bataille. Et je peux dire que les directions se sont jetées à corps perdu dans cette bataille, en général, pour restreindre les périmètres. Ce que je veux dire, je te laisserai te dire. En tout cas, et donc c'est un point très important. C'est-à-dire, est-ce que tous les CE d'établissement sont consultés? Est-ce qu'ils sont tous informés de la stratégie? Donc on va fermer quand même cette information. Donc ça c'est assez important. Alors effectivement ça repose la question de qu'est-ce que c'est que l'entreprise, qu'est-ce que c'est cet établissement, mais c'est vraiment, on sent que c'est un point de tension très important dans les entreprises. Voilà. Peut-être que tu peux dire un mot sur... Je prends le micro, pour pas tout jeter avec le débat. Cette loi LSE, la loi RSMN qui l'a suivie, elles sont quand même intéressantes dans l'idée d'outiller davantage les comités d'entreprise et de renforcer leur prérogative en matière d'échange sur les questions stratégiques. Ça, je pense, c'est quand même intéressant. Et si on peut se permettre une comparaison avec les ordonnances actuelles, on a vraiment des lois qui donnaient plus d'outillage et plus de ressources et de nouveaux horizons, de nouveaux périmètres peut-être, de nouvelles prérogatives, ce qui nous semble moins le cas actuellement. Après, il y a la question du délai. C'est vrai que nous, on est intervenu assez rapidement après la mise en œuvre de cette loi, et on sait qu'une loi, c'est quand même des lois importantes de transformation du paysage des CRP, LSE et RSMN, et il faut du temps pour que la loi entre dans les mœurs. Donc, c'est vrai que tous les 2 ans, depuis quelques années, elles sont percutées par des nouvelles législations, donc ça met du temps à la cristalliser. Mais malgré tout, voilà, il y a une ambition, un projet de renforcer cette dimension. Ça me paraît vraiment intéressant. Donc, d'outiller. Après, les outils ont une valeur directe. Voilà, dès demain, il y a une formation consultation sur l'orientation stratégique. Et il y a aussi une ambition un peu plus indirecte qui est de les acculturer, de les accoutumer à cette dimension stratégique. Donc c'est des outils immédiats et plus indirects. Et voilà, on peut ne pas s'étonner qu'immédiatement ils ne soient pas utilisés aussi de façon aussi perfectionnée que le législateur pourrait le penser. Ce fameux législateur qui a une vision certainement très tronquée de ce qu'est une entreprise, de ce qu'est une gouvernance d'entreprise, de ce qu'est une stratégie. Voilà. Le mot stratégie n'est nulle part défini, le mot entreprise encore moins, et voilà. Il y a une vision très générale, ensuite il y a autant de pratiques et de culture du dialogue social. Voilà, moi je voulais insister là-dessus, sur cet outillage et sur ces questions-là, sur ces questions d'acculturation. Ensuite, juste un point sur les stratégies d'entreprise. Qu'est-ce qu'une stratégie dans l'entreprise d'hydrocarbures qu'on avait rencontrée? Est-ce que sa stratégie c'est d'aller ouvrir un pipeline, je ne sais pas où, en Iran, ou est-ce que c'est de maximiser le cash flow par actionnaire? Les entretiens laissent penser que la stratégie, elle est entre les deux. Juste un mot sur la BDE. Non, juste un peu. Bonjour, Lionel Coupet, président de l'ARC. Je voudrais intervenir à la suite de l'intervention de notre ami de Renaud. Je
pense que la question qu'il pose est tout à fait pertinente et elle va vraiment au-delà, dans la mesure où la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est où se trouve le pouvoir. On a une situation qui est très différente entre une société française dirigée par un groupe familial et une société cotée. Mais on a aussi une différence essentielle entre une société cotée en France et une société cotée à l'étranger. Elle est encore plus étonnante quand la société cotée est dans un pays et que, en fait, au-dessus, entre les deux, il y a un holding intermédiaire qui dirige le groupe de sociétés dont on est là un élu ou un dirigeant. Donc la question qui me semble importante, et vous la posez indirectement, c'est où se trouve le pouvoir. Et à ce moment-là, vous pourrez définir comment la stratégie se dessine par rapport à ce pouvoir. Si c'est l'actionnaire qui dirige, et ça arrive souvent, le pouvoir va se situer au niveau où l'actionnaire se trouve. Si c'est la famille, ça va se trouver au niveau où généralement le dirigeant se trouve. Si c'est de façon encore plus diffuse, on peut ne pas savoir où se trouve le pouvoir. Et à ce moment-là, on a un vrai problème, et votre interrogation en tant qu'élu, délégué du personnel, etc., est une interrogation réelle, mais la première question à laquelle vous devez répondre, c'est où se trouve le pouvoir et vers quelle direction le pouvoir se dirige. Voilà, je faisais ce commentaire parce que je trouvais que c'était très intéressant d'entendre Renaud, et chez Renaud, la question est tout à fait intéressante aussi. Avec ce qui vient d'être dit, les orientations stratégiques, moi j'ai une question à vous poser. C'est dans les travaux que vous avez réalisés, j'aimerais vous poser la question suivante, c'est les orientations stratégiques en lien avec ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez eu connaissance dans des CE ou via des élus et des organisations syndicales de modifications d'orientation stratégique suite, on entend des échanges, oui des échanges, non, suite à des négociations? Est-ce qu'il y a eu déjà, et vous avez eu connaissance, on est sur un problème qui est fondamental, on parle de pouvoir, oui, à quoi sert cette information et cette consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise? J'entends différents étages où on pourrait donner de prérogatives peut-être plus importantes, des conseils d'administration, des conseils de surveillance, des directoires. Faut-il encore qu'il y ait des représentants des salariés dans ces instances? Et non, pas tous. Donc à un moment donné, la question qui est fondamentale, c'est le pouvoir, à qui il est donné et les raisons pour lesquelles on propose de donner aux organisations syndicales, aux représentants du personnel, qui sont des représentants des salariés à différents étages, européens, à la SNCF, on y est aussi, au niveau national, dans des CE nationaux, et dans des CE régionaux, et dans des établissements et en localité. Quelles sont les prérogatives de chacun? À qui devons-nous donner les informations? Et quel niveau d'information? Avec, bien sûr, à côté de nous, des professionnels, des experts. On l'a dit, nous ne sommes pas des professionnels. Les dossiers, quand j'entends les BDES, si on veut, demain, les experts, il n'y en a plus. On vous fait une belle BDES avec tout ce qu'on veut, vous nous faites la formation, on vous paye, et puis après, les gars, vous n'avez plus le boulot. Je suis désolé de le dire. C'est comme ça. Sauf que le sujet, il n'est pas là. Le sujet est que nous, on a besoin de vous, les experts, par rapport à nos orientations politiques que nous avons, les orientations syndicales, où nous ne sommes pas toujours d'accord sur tous les sujets. Par contre, vous êtes un outil incontournable dans la négociation au sein de l'entreprise, mais faut-il encore qu'il y en ait une de négociation? On peut dresser de beaux tableaux sur... On donne une info, une consultation et un lieu d'échange sur la stratégie de l'entreprise. Si on ne peut pas y changer quoi que ce soit, dans ce cas-là, on fait comme on fait chez nous à la SNCF, je vous le dis. On pose les documents sur la table. Dès l'instant, d'ailleurs, je le rappelle, où on a envoyé des documents d'information, le délai est court. Si on s'y oppose et on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas l'ensemble des documents, il faut vite aller au tribunal et aller sur les délits d'entrave. Sinon, la réorganisation, le mois d'après, elle a commencé. Et là, on fait appel aux experts, on enclenche, on est au tribunal tous les jours. Donc, la solution, elle est simple. J'entends Marché Digital, qui nous sert aussi. On envoie tout par mail au délégué central au niveau national. On a rempli notre obligation légale. Le délai, il est passé. Le temps qu'on aille expliquer aux salariés les conséquences des orientations stratégiques de l'entreprise,
et qu'on a essayé de négocier, le délai il est foutu, la réorganisation est déjà faite et le pouvoir il a déjà décidé avant même de donner les documents. Donc la question qui est fondamentale c'est quelle place du dialogue social dans les orientations stratégiques. Et moi je pense que ça c'est un point essentiel. On veut se remettre autour de la table sur ce sujet-là et on veut affiner le contenu des orientations stratégiques. J'ai entendu des choses très intéressantes ici. C'est pourquoi on n'irait pas un peu plus loin. Dans le contenu, j'ai entendu l'environnement, ça m'intéresse, ça, l'environnement, la santé. Bien sûr qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Par contre, après, c'est ok, on a un rôle, on peut échanger, mais comment on agit? Parce que c'est ça, en fait. On peut avoir des belles paroles, on a quand même cette habitude en France de dire qu'on a de beaux projets politiques, et puis souvent on ne les met pas en œuvre. Et bien là, on a une occasion d'avoir des gens qui connaissent leur entreprise, parce qu'il ne faudra pas oublier que les salariés connaissent leur entreprise, ils savent comment la développer à l'intérieur, et ils connaissent aussi les marchés à l'extérieur. Et on peut aussi dire que les salariés, les représentants du personnel peuvent aider aux orientations de l'entreprise stratégique. Mais attention, on ne va pas remplacer les actionnaires. Je le dis, ils ont un autre rôle. Voilà, merci. J'ai été un petit peu... Difficile d'avoir une alternative à une orientation stratégique, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça arrive tard effectivement sur le bureau, sur la table de réunion. Donc il y a effectivement un certain nombre de représentants du personnel qui souhaiteraient que finalement l'orientation stratégique soit un processus plus continu, qui permette une discussion bien en amont, qui n'est pas... Ça ne dit pas qu'il y a le pouvoir, ça veut dire que cette discussion puisse avoir. Effectivement, le lieu de pouvoir est un lieu central, on a essayé de le dire de manière directe, indirecte ou pas, c'est une question fondamentale. Maintenant, je me souviens d'une entreprise de transport de fonds américaine, je pense, ou française, où le DRH nous expliquait quand même que tout ne venait pas des États-Unis, que malgré tout, d'essayer d'avoir une influence sur la direction américaine, d'abord en essayant de leur expliquer les lois françaises, le dialogue social, etc. Donc il y a une nécessité aussi de donner des arguments ou faire avancer ce type de choses. Ça ne veut pas dire qu'il a réussi. Voilà. Donc c'est peut-être pour être un peu moins pessimiste. Bon, merci beaucoup à nos 4 intervenants. Je rappelle que leur document est disponible sur les sites, hein, donc si vous voulez creuser un peu, il n'y a pas de difficulté. Et puis je souhaite vous retrouver le lundi pour échanger avec Mme Lambert de la CNCA. Bonne journée à toutes et à tous. Bon.